Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année consacrée aux forces centrales en mécanique et dans laquelle je vais détailler en particulier la loi des airs et la notion d'énergie potentielle effective. Donc avant de parler de la loi des airs, il faut revenir un tout petit peu en arrière et parler de la conservation du moment cinétique par un système soumis uniquement à une force centrale. Quand un système est uniquement soumis à une force centrale, il est assez facile de montrer que son moment cinétique est conservé. C'est une application directe du théorème du moment cinétique. Donc représentant un tel point M qui est soumis à une force centrale centrée sur le point O. On va montrer ici que le mouvement de ce point M dans l'espace est forcément contenu dans un plan. Donc on va représenter ici donc, le point O, le centre de la force, par rapport auquel on va calculer le moment cinétique du point M, et en vert, le plan dans lequel le mouvement de M se situe, en tout cas au début de notre expérience de pensée. Donc on va représenter ici le vecteur OM et aussi le vecteur quantité de mouvement du point M. C'est l'ensemble de ces deux vecteurs définit en réalité le plan qui est en vert ici. Et en tout cas, au moment où on regarde le point M, puisqu'il va se déplacer suivant le vecteur P qui représente sa vitesse, le point va donc rester, en tout cas pour le moment, dans le plan en vert. Et ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, tout le long de son mouvement, peu importe l'évolution des vecteurs OM et P, étant donné que le point M est soumis à une force centrale, cette évolution ne pourra pas faire en sorte que le point M sorte de ce plan dans lequel il est initialement contenu. Donc si on représente le moment cinétique, qu'on va appeler L0, du point M, calculé par rapport au point O. Donc ce moment cinétique, il a une certaine valeur, et en particulier, il est orienté de manière à être toujours perpendiculaire au vecteur OM et au vecteur P, puisqu'il est le résultat du produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc mathématiquement, il leur est toujours orthogonal. Et étant donné que ce vecteur moment cinétique ne peut pas évoluer pendant le mouvement de M, puisque M est soumis uniquement à une force centrale, et c'est ce qu'on a montré plus haut, ce vecteur est donc constant, et en fait ça va imposer aux vecteurs OM et P, à ces deux vecteurs-là, de rester toujours dans le même plan. Parce que si ce n'était pas le cas, par exemple si pour une raison ou une autre, le vecteur OM se mettait à sortir le point M se mettait à sortir du plan en vert, ça signifie que le vecteur OM se décalerait, et comme ce vecteur se décalerait hors du plan, le moment cinétique L0 étant toujours orthogonal au vecteur OM et au vecteur P, eh bien, il devrait, pour suivre le mouvement, se décaler aussi. Or, c'est interdit. Donc, étant donné que le vecteur L0 ne peut pas bouger, ça impose au vecteur position et au vecteur vitesse du point M de toujours définir le même plan, et donc le point M est contraint à rester dans ce plan. Le fait que le moment cinétique se conserve quand un système est soumis uniquement à une force centrale a une autre conséquence, et cette conséquence, c'est ce qu'on appelle la loi des airs. Étant donné que le mouvement du point que l'on étudie est plan, on vient de le montrer, on peut utiliser un système de coordonnées polaires pour décrire sa trajectoire. Et dans ce système-là, lorsque l'on fait le calcul du moment cinétique, qui est donc une constante, on en déduit très facilement que la quantité r carré θ point est une constante. Et c'est ce résultat-là qu'on appelle la loi des airs. Alors on va expliciter pourquoi on lui donne ce nom-là. Donc, étudions par exemple, sur un très court laps de temps, le mouvement du point M qui est soumis à une force centrale venue du point O. Donc, on va représenter le vecteur position, qu'on va appeler R, et on va également représenter le vecteur dr qui représente le déplacement infinitésimal que va subir le point M. Il se trouve que, et on va appeler, vous voyez, l'aire qui apparaît, qui est dessinée en bleu, donc c'est une toute petite aire, on va la noter dA, c'est ce qu'on appelle l'aire décrite par le point M pendant le temps dt qui est nécessaire au déplacement élémentaire qu'on a étudié. Il se trouve que cette aire-là, dA, on peut la relier facilement
au vecteur R position et au vecteur dr le déplacement du point M, puisqu'elle correspond à un facteur près à la norme du produit vectoriel de ces deux vecteurs. Alors précisément, si on calcule le produit vectoriel entre R et dr, on va obtenir la norme du parallélogramme qui est représenté ici, d'accord, qui est celui dont les deux côtés seraient décrits par les deux vecteurs que l'on considère. Donc il nous suffira de diviser par 2 la norme que l'on obtiendra pour obtenir la norme du triangle que l'on recherche. Donc faisons exactement ce calcul. Donc le vecteur déplacement élémentaire, on l'a déjà montré en début d'année, il se présente sous la forme donc dr plus r dθ uθ en coordonnées polaires. Donc quand on va faire le produit vectoriel avec le vecteur r, on va obtenir la quantité suivante, r carré dθ uz. Donc la norme de ce produit vectoriel, r carré dθ, à un facteur de près, correspond à l'aire du triangle en bleu ici, donc à l'aire décrite par le point M pendant un temps dt. Et cette relation-là, donc dA égale r carré sur 2 dθ, si on la divise par le temps dt de l'étude, eh bien on obtient la relation suivante, donc que la dérivée de l'aire A décrite par le point M au cours du temps est égale à r carré θ point sur 2, qui est donc égale à une constante, Et c'est ça, en fait, techniquement, qu'on appelle la loi des airs. Et on la formule aussi en disant que ce qu'on appelle la vitesse aréolaire, donc c'est le nom que l'on donne au terme de gauche, dA sur dt, on appelle ça la vitesse aréolaire, donc du point M, est une constante, c'est-à-dire que le point M, lors de son mouvement autour du point O, il décrit toujours, pendant un temps t donné, il décrira toujours la même surface, même si son orbite n'a pas l'air régulière. Bref, voilà ce qu'est la loi des airs. Alors ce résultat, il est important en soi, en particulier en astronomie, c'est l'une des lois de Kepler, mais en ce qui nous concerne, c'est une loi qui va surtout nous être utile dans le calcul d'une nouvelle grandeur qu'on va appeler l'énergie potentielle effective. Alors pour bien comprendre ce que c'est que l'énergie potentielle effective et surtout son intérêt, il nous faut faire là encore un retour en arrière sur le cours. Plus tôt dans l'année, on a déjà étudié des systèmes conservatifs, et en particulier, on s'est intéressé à des systèmes conservatifs unidimensionnels ou à 1 degré de liberté, par exemple un pendule qui tourne autour d'un point, ou un point matériel relié à un ressort, d'accord, qui étaient typiquement des systèmes conservatifs et à un seul degré de liberté. Et on avait montré que l'on pouvait étudier relativement précisément la trajectoire et les propriétés de ces systèmes en étudiant en fait uniquement l'énergie potentielle de ces systèmes et en traçant la courbe d'énergie potentielle de ces systèmes en fonction de la grandeur spatiale qui servait à décrire le système. J'avais même fait une vidéo là-dessus à laquelle je vous réfère si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Et donc cette méthode, elle était très intéressante. On avait parlé à cette occasion de systèmes libres, de systèmes liés, si vous vous rappelez bien. Et donc cette façon de voir, elle est intéressante, mais elle n'est réservée qu'à des systèmes conservatifs, c'est un fait, et aussi à des systèmes unidimensionnels. Donc a priori, ici, lorsqu'on parle de force centrale, par exemple la force de gravitation, les systèmes qu'on étudie n'ont a priori rien d'unidimensionnel, sont des systèmes à 3 dimensions, et donc on ne peut pas appliquer cette méthode d'étude par l'énergie potentielle des différentes trajectoires et de l'aspect libre ou lié des systèmes. Et en fait ici, on va montrer que dans le cas des systèmes, des points qui sont soumis à une force centrale conservative, donc il faut bien que ce soit une force centrale et qu'elle soit conservative, il faut les deux, et bien en fait on va quand même pouvoir utiliser un graphe énergétique similaire à l'énergie potentielle pour faire l'étude de la trajectoire de ce point. Donc pour montrer pourquoi c'est possible, on va en fait montrer que l'on peut ramener l'étude d'un tel système à l'étude d'un système conservatif à un seul degré de liberté. Donc comment on montre ça? Alors, j'ai rappelé ici la définition de l'énergie potentielle, de l'énergie mécanique, pardon, donc c'est énergie cinétique plus énergie potentielle. On va un peu détailler
cette expression. Donc encore une fois, dans le cas d'une force centrale, d'un système soumis à une force centrale conservative, on a un mouvement plan, donc on utilise des coordonnées polaires. Donc la vitesse au carré, on peut l'exprimer comme je l'ai marqué comme étant r point carré plus r carré θ point carré. L'énergie potentielle R, on la suppose connue. Et ici, comme on est dans le cas d'une force centrale, on sait, c'est la loi des airs, que le produit R carré θ point est une constante C que l'on peut calculer avec en connaissant par exemple les conditions initiales du mouvement. Donc ça signifie qu'on va pouvoir remplacer le θ point carré ici par le terme C carré sur R4. Ce qui nous donne une nouvelle expression de l'énergie mécanique, et si on met ensemble les termes qui dépendent de R, on obtient donc la formule suivante, 1/2 de R point carré plus l'énergie potentielle qui ne dépend que de R dans le cas d'une force centrale conservative, plus un terme en 1 sur R carré. Et ce qu'on se rend compte ici, c'est que cette énergie mécanique, elle a la même forme qu'aurait l'énergie mécanique d'un système à un seul degré de liberté. Le degré de liberté c'est R, hein, ici très clairement, puisque l'énergie mécanique ne dépend que de R et de ses dérivés, et que à gauche on a un terme cinétique, 1/2 de mR point carré qui est toujours positif, et à droite on a un terme qui ne dépend que de petit r, et c'est ce terme-là qu'on va appeler énergie potentielle effective. Donc en fait ce terme-là c'est une grandeur qui va nous permettre d'étudier notre système soumis à une force centrale conservative, qui est un système en 3 dimensions, a priori, et bien qui va nous permettre de l'étudier comme si c'était un système à un seul degré de liberté, et donc en étudiant, en fait, à la place de l'énergie potentielle 3D EPR ici, en étudiant à la place cette énergie potentielle modifiée, d'accord, qui est l'énergie potentielle effective. Et donc avec cette énergie potentielle effective, on va pouvoir faire absolument tout ce qu'on faisait avec les courbes d'énergie potentielle dans les chapitres précédents. Donc déterminer à quel moment un système est libre ou lié, les trajectoires extrêmes que peut prendre un certain système, des tas de choses. Donc dans le cours on détaille ça, on détaille pour la force de gravitation. Ici je vais vous donner un autre exemple. On va prendre le cas de la force de rappel d'un ressort. Donc on va étudier par exemple un point M qui sera attaché par un ressort de longueur petit r à un point O, et on va supposer que le ressort il est libre de tourner autour de O, hein, et donc autour d'un axe qui ici traverserait le tableau. Au point M, le point M, on va initialement lui donner une vitesse initiale qui est en partie radiale et en partie orthoradiale. Donc en partie dirigée vers O et en partie perpendiculaire à la direction de O. Et pour se simplifier la vie, on va considérer que initialement le ressort n'est pas le ressort n'est ni tendu ni tendu ni comprimé. Et donc la longueur initiale de ce ressort c'est L0, histoire de nous simplifier un petit peu les calculs. Donc on va montrer quelle va être la valeur de l'énergie potentielle effective dans ce cas précis. Donc d'abord, rappelons la forme de l'énergie potentielle normale associée à la force de rappel d'un ressort, donc c'est 1/2 de K, la constante de Rayder, fois R moins L0, le tout au carré. R, ici c'est la longueur, en fait c'est la longueur du ressort, et dans le système de coordonnées qu'on a choisi, c'est tout simplement petit r. Donc on va aussi calculer la constante C de la loi des airs, hein. Donc C c'est R carré θ point. Ici, le point M il est soumis uniquement à la force de rappel du ressort, qui est conservative, la force centrale, et en supposant, voilà, donc il va avoir un mouvement plan, et cette composante C sera constante. Donc R carré θ point, on peut réécrire ce produit comme étant R fois la vitesse Vθ, donc c'est Rθ point, en fait c'est la vitesse suivant Uθ. Soit ici, comme ce produit est constant, il suffit pour connaître sa valeur de le calculer à l'instant initial. Donc à l'instant initial, la longueur petit r c'est L0 et la vitesse Vθ orthoradiale c'est Vθi. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est une constante dont on connaît la valeur. Donc l'énergie potentielle effective d'après la définition qu'on en a donnée plus haut, donc c'est l'énergie potentielle EPR, 1/2 de K R moins L0 carré, plus le terme en MC carré sur 2R carré, que j'ai écrit ici en détaillant la valeur de C pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut attendre comme genre de calcul et genre d'expression.
Et donc cette énergie potentielle effective, eh bien, on peut la tracer en fonction de R, ça vous donne ça vous donne une courbe qui est en noir ici. Et donc cette courbe, eh bien, on va pouvoir s'en servir pour étudier le mouvement de M. Donc ici, rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Si on trace sur ce graphique l'énergie mécanique du mouvement qui est une constante ici, en l'occurrence, on peut la calculer facilement, c'est 1 demi de mvi carré, vi étant la vitesse initiale, eh bien on peut remarquer que le mouvement va être lié, étant donné que on rappelle ici que la seule zone possible pour le mouvement, ça va être la zone telle que l'énergie potentielle est inférieure à l'énergie mécanique, sinon c'est pas physique, c'est ce qu'on avait déterminé, et donc ça signifie que le mouvement va devoir rester dans une certaine zone délimitée par les intersections de la courbe violette et de la courbe noire ici. Et donc en particulier, on peut constater, vous pouvez imaginer assez facilement que si vous donnez assez d'énergie à votre ressort, eh bien plus vous donnerez de l'énergie et plus la limite supérieure pour le mouvement du point M pourra être agrandi. Par contre, il sera extrêmement difficile de rapprocher beaucoup plus le point M du centre O, puisque forcément, c'est pas possible de comprimer complètement un ressort. Et c'est ce qu'on voit ici, puisqu'on a une grosse barrière de potentiel qui est présente à gauche du graphique. Donc c'est un résultat qu'on connaît, c'est un résultat qu'on attendait, mais qu'on peut déterminer ici simplement à l'aide de ce petit graphe énergétique. Voilà, c'était juste un petit exemple pour vous montrer en vrac un calcul d'énergie potentielle effective. En pratique, ce ne sont pas des calculs extrêmement difficiles, et une fois qu'on possède l'énergie potentielle effective, tout le reste, on peut réutiliser toutes les méthodes qu'on avait déjà vues pour l'étude des courbes d'énergie potentielle, qu'on avait vues il y a quelques mois. À retenir de cette vidéo, essentiellement, il vous faut savoir montrer qu'un point soumis à une force centrale conservative possède un mouvement plan. Donc cette démonstration-là, elle est souvent demandée, souvent attendue. Elle est très facile. En fait, c'est quelques lignes d'explication, mais il faut les connaître. Et il faut savoir déduire de ça la loi des airs. Voilà. Et cette loi des airs, il faut pouvoir donc la montrer, la connaître, et savoir s'en servir pour définir l'énergie potentielle effective d'une force centrale conservative, puisque c'est là encore une notion qui tombe régulièrement au concours. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.